Alors aujourd'hui, c'est le sujet 2 de Métropole 2022 que nous abordons. Donc cette fois-ci, je l'ai fait de manière différente. J'ai déjà préparé mon corrigé sur ce sujet et je vais vous montrer au fur et à mesure quelles sont les différentes idées qui étaient à utiliser. Alors déjà une première vision globale du sujet. On avait encore une fois 4 exercices. Alors un exercice de probabilité, alors qui commence, de manière assez classique, avec un arbre de probabilité, avec, bon, une question 5 un petit peu gênante, on en parlera tout à l'heure. Une partie B où on vous parle donc, d'une loi binomiale comme d'habitude. Donc l'exercice de probabilité est assez classique. Il y a juste une question, qui est un petit peu, surprenante par rapport au reste, mais cet exercice était largement abordable. On a un exercice 2, donc, un QCM, donc avec des premières questions qui sont, sans aucune problématique, particulière, c'est juste du cours et des questions un petit peu plus loin où là, ici, on va vous demander un tout petit peu de réflexion, en essayant de plutôt de trouver des solutions par élimination, si je peux dire ça, comme ça. Bon, encore une fois, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont mettre, 7 points sur un QCM à 6 questions. Donc, merci les, concepteurs de sujet d'avoir, réfléchi à ce sujet-là. Donc, bon, je pense qu'ils avaient créé le sujet, avant, le fait de passer sur des exercices à 7 points, mais que du coup, personne ne s'est dit: «Tiens, et si on modifiait le sujet?» L'exercice 3, un exercice de géométrie dans l'espace que, je trouve un tout petit peu long, mais avec des questions qui sont pas vraiment, très difficiles. On retrouve encore une fois les grands classiques, c'est toujours les mêmes exercices au final. Ils insistent encore une fois sur le volume d'un tétraèdre à la fin, donc rien de très particulier. Juste à signaler une petite erreur dont on parlera quand je corrigerai cet exercice. On arrive sur l'exercice 4, un exercice, assez long, donc on étudie 2 fonctions, différentes et un petit peu déstabilisant cet exercice parce que vous avez une partie, B où on vous demande d'analyser un petit peu, 2 situations possibles en fonction des résultats que vous avez eus lors de la première partie. Donc je vais commencer de ce pas à le corriger. On commence donc par un exercice de géométrie de probabilité, n'importe quoi, assez classique où, on commence, à vous donner, des petites, informations. Donc on vous dit que 70 des coyotes sont touchés par une maladie. On vous dit: «Si le coyote est malade, le test est positif dans 97 des cas. Si le coyote n'est pas malade, le test est négatif dans 95 des cas». Ils sont super sympas, ils vous donnent déjà un arbre tout fait, vous n'avez qu'à le recopier et le compléter. Du coup, j'ai placé les informations, donc malade 0,7, non malade 0,3. S'il est malade, 97% de positif. S'il n'est pas malade, 3%, pardon, s'il est malade, 3% négatif. Donc, et dans le cas contraire, si jamais il n'est pas malade, 95% de négatif et 5% de positif. Lecture assez rapide. On vous demande ensuite de déterminer la probabilité que le coyote soit malade et que son test soit positif. Vous connaissez le chemin, donc malade, test positif, vous devez multiplier 0,7 et 0,97 ensemble. Respectez les notations, bien entendu, donc malade et positif, l'intersection, vous utilisez la probabilité de M et la probabilité de T sachant M. Le résultat de la multiplication est 0,679. On vous demande ensuite de calculer la probabilité de T. Donc T, vous pouvez l'avoir de deux manières possibles, par ce chemin-là, M inter T, ou par ce chemin-là, M bar inter T. Vous connaissez la rédaction. M et M bar forment une partition de l'univers oméga. Ce sont les deux seuls cas possibles. Donc selon la formule des probabilités totales, peut indiquer que la probabilité de t s'obtient en faisant m inter t et m bar inter t. Donc le premier, on l'a déjà calculé, et le deuxième, donc calcul rapide, 0,3 fois 0,05. Je trouve bien 0,694. La valeur est donnée dans l'énoncé, donc aucun problème, vous pouvez vérifier votre résultat. À la question 4, on vous définit quelque chose qui s'appelle valeur prédictive positive du test. Ceux qui sont en train de préparer des études de médecine ont déjà dû entendre ce terme. On précise que c'est la probabilité que le coyote soit effectivement malade, sachant que son test est positif. La probabilité de M sachant T. Vous connaissez normalement la formule. Vous êtes dans un cadre où vous êtes sur uniquement les cas positifs, donc sur P de T, et donc du coup, vous prenez la probabilité de ceux qui sont malades et positifs. Le calcul se fait rapidement parce que vous connaissez les valeurs. Donc 0,679, c'est celle qu'on a calculée à la première question, enfin la question 2, et 0,694 à la deuxième question. Vous trouvez à peu près 0,978. Je ne rédige pas les phrases réponses, je considère que vous êtes capable de les faire par vous-même. Là ici, je me contente de vous faire un corrigé avec les résultats. À la question 5A. Alors là, ici, j'ai trouvé cette question assez vache parce qu'on vous demande par analogie, de donner une définition de la valeur prédictive négative du test.
Bon, là ici, il y a un clair avantage à ceux qui se sont inquiétés un petit peu des études de médecine ou peut-être ceux qui ont fait SPSVT, qui se sont déjà questionnés sur ce terme-là. Là ici, pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance là-dedans, ben, par analogie, c'est compliqué de savoir ce que ça peut vouloir dire. Donc, valeur prédictive négative du test, ben, on se dit le test est négatif, ok, mais est-ce que c'est à probabilité qu'il soit malade ou pas malade? On n'en sait strictement rien. Donc, moi, je vous donne la vraie définition, mais je trouve que cette question-là, vous donnez quand même l'opportunité d'avoir plusieurs réponses possibles pour ceux qui ne connaissaient pas cette définition. La véritable définition, c'est la probabilité que de ne pas être malade, sachant que le test est négatif. En fait, donc ne pas être malade, sachant que le test est négatif, donc c'est plutôt des résultats normaux entre guillemets. C'est le test est négatif, en théorie, je ne suis pas malade. Donc probabilité de m bar sachant t bar. Donc je réutilise la même formule qu'au-dessus. P de t bar, je le connais parce que je sais que P de t c'est 0,694, donc je cherche son complémentaire ici. Et P de m bar inter t bar, bon, je me suis pas embêté à détailler le calcul, mais m bar inter t bar, vous l'avez ici, 0,3 fois 0,95. Je trouve environ 931. On me demande de comparer les valeurs prédictives positives et négatives du test. Alors, je ne suis pas spécialisé en médecine, mais je considère personnellement qu'il y a très peu d'intérêt à comparer ces deux valeurs. Il faut plutôt les étudier séparément. Donc, mais bon, on va répondre quand même à la question. On peut voir que la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif, est plus élevée que la probabilité de ne pas être malade, sachant que le test est négatif. Voilà, là ici, j'ai interprété comme il le souhaitait. Je me permets quand même de faire les véritables commentaires intéressants. Donc, ce test laisse passer quelques faux positifs. Donc, faux positifs, c'est-à-dire, là ici, c'est le complémentaire ici. Donc, ici, il me reste 2,2%. Ce sont ceux qui ne vont pas être malades alors que leur test est positif. Donc, 2,2%, c'est pas trop élevé. Donc, dans le pire des cas, ce sont des mesures de précaution qui concerneront 2,2% des personnes qui ont eu un test positif. Ça va. Par contre, là ici, donc il reste 6,9%. Ça veut dire que parmi les gens qui donc ont eu un test négatif, il y aura quand même 6,9% de malades. Je peux considérer que c'est trop. Ça veut dire qu'il y a 6,9% des personnes que je ne préviens pas qu'elles sont malades et du coup qui ne se mettent pas en confinement, par exemple pour le cas du Covid. Donc là ici, c'est un petit peu trop. Donc là ici, c'est l'interprétation qu'on pouvait faire sur cette question. Je me pose la question de comment sera traitée cette question-là lors de la correction, parce que encore une fois, l'analogie est pas évidente pour quelqu'un qui n'y connaît rien. J'arrive sur la partie B. Donc, on me rappelle une information, la probabilité qu'un coyote capturé au hasard présente un test positif est de 0,694. On vous dit qu'on capture au hasard 5 coyotes et qu'on va assimiler ce choix à un tirage avec remise. On note X, la variable aléatoire, qui est un échantillon de 5 coyotes capturés au hasard, associe le nombre de coyotes dans cet échantillon avec un test positif. Quelle est la loi de probabilité suivie par X? C'est pas comme si vous avez 1000 lois de probabilité dans ce programme, vous savez que c'est forcément la loi binomiale, c'est la seule que vous avez étudiée en cours pour ce sujet de bac cette année-là. Donc là ici, il faut juste rappeler les conditions. Donc il faut que vous ayez un schéma de Bernoulli, donc c'est-à-dire que vous avez des expériences avec les réponses en deux issues, soit succès, soit échec. Donc là ici, le succès, c'est le coyote a un test positif. L'échec, c'est le test est négatif. Il faut que ces expériences soient identiques et indépendantes. Donc identique, vous faites à chaque fois la même question, est-ce que c'est positif ou négatif? Indépendante, vous avez les mêmes probabilités à chaque fois, ce qui est le cas parce que vous faites un tirage avec remise. La dernière condition, c'est de s'intéresser au nombre de succès. Et effectivement, X, c'est le nombre de coyotes avec un test positif. Vous avez donc une réponse classique. On assimile l'expérience à un schéma Bernoulli de 5 épreuves identiques et indépendantes dont on étudie le nombre de succès. X suit donc une loi binomiale de paramètres n égale 5, le nombre de coyotes capturés, p égale 0,694, le taux de test positif parmi eux. On me demande en question B la probabilité que dans un échantillon de 5 coyotes capturés au hasard, un seul est un test positif. Donc la probabilité que x soit égal à 1. Vous connaissez la formule pour les lois binomiales, 1 parmi 5, un succès parmi 5. Probabilité d'un succès 0,694, j'en ai un. Les échecs, alors, donc 0,694, vous complétez pour arriver à 1, il manque 0,306. Et vous avez un succès, ça veut dire que sur les 5, il y aura 4 échecs. Vous tapez ça sur votre calculatrice, ça fait à peu près 0,03. Juste pour la petite vérification. Donc, je vous rappelle vite fait les fonctions de la calculatrice. Donc là, ici, le coefficient binomial, vous avez ici, donc dans la boîte à outils, hop, pardon, je vais vous montrer vite fait comment dans la boîte à outils. Dans la boîte à outils, vous avez donc ici
Les options de probabilité, vous avez dénombrement et vous avez le coefficient binomial k parmi n. Sinon, vous pouviez utiliser les lois de probabilité, loi binomiale, et indiquer que vous voulez un P de x égale quelque chose. Donc, ce qui me permet, donc ici vous voyez que j'ai tous mes calculs qui sont là, donc de vérifier le résultat de deux façons différentes. On me dit ensuite, un vétérinaire affirme qu'il y a plus d'une chance sur deux, donc plus de 50% de chance, qu'au moins 4 coyotes sur 5 est un test positif. Au moins 4 coyotes, donc au minimum 4, donc 4 ou plus. Alors P de x supérieur ou égal à 4, sachant que vous avez 5 coyotes, ça laisse que deux possibilités qui sont x égale 4 et x égale 5. Le calcul se fait de cette manière-là. Je prends P de x égale 4, P de x égale 5. Je peux détailler les calculs, mais bon, honnêtement, vous l'avez déjà fait à la question précédente, vous avez montré que vous connaissez la formule. Vous utilisez la calculatrice pour trouver le résultat, ce qui me donne 0,52. 0,52, donc 52% environ. L'affirmation du vétérinaire est correcte, parce qu'il avait dit plus d'une chance sur deux, donc plus de 50%. La calculatrice, je l'ai tapé de cette manière-là. J'ai fait un binôme PDF avec 4 parmi 5, probabilité de 0,694. Hop, plus un binôme PDF avec un 5 parmi 5, probabilité de 0,194. Vous pouviez aussi utiliser le menu probabilité en allant ici avec une loi binomiale, avec donc du coup un n égale 5 et une probabilité de 0,194. Je vais ici, alors moi je veux un P de x supérieur ou égal à 4. Donc là ici, je prends la partie droite, P de x supérieur ou égal à 4. Ça faisait donc 0,515 que j'arrondis à 0,52. C'est bien la bonne réponse. Dernière question de cet exercice de probabilité, un grand classique. Donc on vous dit que l'on a besoin de disposer d'un coyote présentant un test positif. Donc on indique que maintenant on ne sait plus combien de coyotes on capture. Donc on vous pose justement la question de combien est-ce qu'on doit capturer de coyotes pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux présente un test positif soit supérieure à 0,99. Question ultra classique, vous voulez la probabilité de au moins 1, donc x supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que c'est 1 moins p de x égale 0, c'est celui que vous enlevez. X égale 0, ça veut dire que vous n'avez que des échecs. Donc les échecs ont une probabilité de 0,306. Donc si les n coyotes présentent un échec, c'est 0,306 puissance n. Et vous savez résoudre ce type d'exercice. Je vous rappelle la méthode. Donc je veux 1 moins 0,306 puissance n supérieur à 0,99. Je passe le 1 de l'autre côté en soustraction. 0,99 moins 1, ça fait moins 0,01. Je vais enlever ces deux moins ici, donc je change de signe, donc en même temps je change l'ordre, le symbole a changé ici. J'ai une puissance ici, donc je vous rappelle que pour vous débarrasser d'une puissance, vous utilisez un logarithme, donc logarithme des deux côtés. Logarithme est une fonction croissante, donc elle conserve l'ordre, donc le symbole reste dans le même sens. Normalement, dans votre exercice, vous avez marqué en commentaire car ln est une fonction croissante. Le logarithme permet de passer le n en multiplication devant, et pour isoler le n, je n'ai plus qu'à passer ici le ln de 0,306 de l'autre côté. Vous avez n qui est strictement supérieur à ln de 0,01 sur ln de 0,306. Vous remarquez que j'ai changé le sens ici, mais c'est parce que j'ai divisé par ln de 0,306, qui est un nombre négatif. Donc vous pouvez vérifier, taper avec votre calculatrice. Tout simplement, rappelez-vous que ln de 1, ça fait 0. Donc un nombre plus petit que 1 aura son logarithme négatif. Donc si vous calculez ce nombre-là, vous trouvez à peu près 3,89. Sauf que vous travaillez sur des nombres entiers. Donc du coup, comme vous devez être supérieur à ce nombre-là, moi je vais prendre à partir de 4. Donc il me faut au moins 4 coyotes pour que ma probabilité correspondante soit supérieure à 0,99. Je vous invite éventuellement à utiliser le module suite de votre calculatrice. Donc de représenter du coup ce 1 moins 0,306 puissance n et de regarder donc dans le tableau. Donc c'est bien à partir de n égale 4 que vous dépassez le 0,99. Exercice de probabilité terminé. On arrive sur l'exercice 2, donc un QCM. Donc vérifiez bien donc, toutes les informations de ce QCM. Donc pour chacune des questions suivantes, une seule des 4 réponses est exacte. Donc une seule réponse. On m'indique bien qu'aucune justification n'est demandée. Alors, on me dit que les questions 1 à 3 ne sont pas vraiment indépendantes parce qu'elles sont tous liées à une fonction f définie et deux fois dérivable. On vous donne la courbe de sa fonction dérivée f'. Avec des petites informations qui sont données, je les lirai si jamais j'en ai besoin dans mon exercice. Alors, question 1. Alors, proposition. La fonction f admet un maximum, un minimum, où on vous parle d'une tangente horizontale. Alors, donc là ici, alors tangente horizontale,
pour avoir une tangente horizontale, il faut que f' soit égal à 0. Donc f', donc est-ce que f' de moins 1 fait 0? Non, pas du tout. Réponse ici, fausse. On vous parle de maximum ou de minimum. Donc un maximum ou un minimum, il faut que la dérivée change de signe. La dérivée change de signe ici en moins 0,5. Donc en moins 1,5. Donc du coup, il ne reste plus que les B et C. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est un maximum ou un minimum? Avant moins 0,5, votre dérivée est positive. Donc du coup, votre fonction est croissante. Puis après, la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc vous imaginez, votre f va être d'abord croissant, puis décroissant. Vous avez donc un maximum. Réponse B. Pour la question 2. Pour la question 2, donc on vous parle de convexité. Convexité, concavité. On se rappelle qu'une fonction est convexe si sa dérivée est croissante, ou alors si sa dérivée seconde est positive. Elle est concave si sa dérivée est décroissante, ou si sa dérivée seconde est négative. Un point d'inflexion, c'est un moment où la dérivée va changer de sens de variation. Donc là, ici, du coup, alors convexe sur moins l'infini, moins 3 demi. Donc convexe, alors là, ici, regardez où est-ce que la fonction change de variation, la dérivée change de variation, c'est en moins 3 demi. Donc en moins 3 demi, il se passe quelque chose. Avant, la dérivée est croissante. Donc du coup, avant moins 3 demi, c'est convexe. Ben, la réponse ici est déjà correcte. C'est terminé. La fonction f est convexe sur moins l'infini, moins 3 demi. Alors, ça peut pas être jusqu'à moins 1 demi parce que après moins 3 demi ici, votre dérivée devient décroissante. Et donc du coup, elle sera concave. Elle n'est pas concave sur moins l'infini, moins 1 demi parce que le début, la dérivée est croissante. Donc du coup, convexe. Et là ici, vous savez qu'il y a un point d'inflexion parce que la dérivée change de sens à un moment. Donc là ici, la réponse A. La dérivée seconde, f seconde de la fonction vérifie. Alors, des informations à vérifier. Alors, f seconde de moins 3 égale 0, je vais l'éliminer très vite. Parce que f seconde, c'est la dérivée de f'. Si f seconde est égal à 0, ça veut dire que f' a une tangente horizontale. Sauf qu'en moins 3, c'est pas une tangente horizontale. Donc celle-là, j'élimine. Pareil ici, donc f seconde moins 3 demi. Est-ce qu'en moins 3 demi, j'ai une tangente horizontale? Effectivement, en moins 3 demi, regardez, là ici, j'ai un changement de sens de la dérivée f'. Donc là ici, j'ai une tangente horizontale. Donc f seconde à cet endroit-là sera égal à 0. Je peux vérifier pourquoi les réponses suivantes sont fausses. F seconde supérieure à 0 sur moins l'infini moins 1 demi. Ça voudrait dire que f' est croissante jusqu'à moins 1 demi. Ce qui est faux. Elle est croissante puis décroissante. Pareil ici, f seconde supérieure à 0 sur moins 2 moins 1. Sur moins 2 moins 1, on voit bien que vous avez un petit morceau croissant puis décroissant. La bonne réponse ici est la réponse, donc du coup, C. La question 4. Alors là, ici, il faut être un petit peu en mode réflexion. Donc ici, le conseil que je donne, c'est d'y aller plutôt par élimination. Donc en vous disant que vous avez des affirmations ici, vous avez le droit de vous dire, bah, cette affirmation-là, je peux pas savoir. Alors, donc là, ici, on vous donne Vn entre Un et Wn. Vous pensez au théorème des gendarmes. Le théorème de gendarme va fonctionner si les deux suites qui sont ici ont la même limite, ce qui n'est pas le cas. On vous propose la suite Vn converge. Bah, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais que Vn est entre une suite qui va vers 1 et une suite qui va vers 3. Du coup, Vn vers la fin peut osciller entre 1 et 3. Il n'est pas obligé de converger, j'en sais rien. On me dit que V0 est entre 1 et 3. Bah ça, j'en sais rien du tout, parce que le 1 et le 3 ici sont valables seulement quand le n va vers l'infini. Donc quand je suis à V0, j'en sais rien du tout. La suite Vn diverge. Alors diverger, ça veut dire soit aller vers l'infini, soit ne pas avoir de limite. Bah, encore une fois, j'en sais rien. Parce que Vn, il est entre une suite qui va vers 1 et une suite qui va vers 3. Je peux très bien converger, hein, je peux converger vers un nombre précis, j'en sais rien. Donc déjà par élimination, bah, il me reste plus que la réponse B. Alors voyons un petit peu la logique. Si la suite UN est croissante, alors la suite WN est minorée par U0. Moi, c'est cette réponse-là que je vais choisir déjà par élimination, et je vais vous montrer pourquoi c'est la bonne. C'est la bonne parce que vous savez que les Vn sont plus grands que les Un, c'est marqué ici, Vn est plus grand que Un. Si Un est croissante, alors tous les Un sont supérieurs ou égaux à U0. U0, ce sera le plus petit. Donc du coup, bah, Vn sera plus grand que U0. Donc U0 est un minorant de Vn. Donc ça confirme la réponse B. La question 5. Encore une fois, vous pouvez y aller par élimination. Vous avez ici une suite UN qui vérifie que UN est plus petit que UN plus 1, qui est plus petit que UN. Alors UN plus petit que UN plus 1, vous sentez déjà la suite croissante. Alors avec un nombre ici, donc on se dit, nous on préférerait avoir un majorant ici.
Mais en fait, un plus 1, enfin, un est plus petit que 1 sur n, donc à chaque valeur n. 1 sur n, c'est décroissant. Donc en fait, au début, vous prenez n égale 1, vu que je suis sur entier naturel non nul. Donc 1 sur 1, ça fait 1. Mais après, dès que vous augmentez n, 1 sur 2, ça fait 0,5. 1 sur 3, ça fait à peu près 0,33. Le 1 sur n, il va sans arrêt descendre. Donc du coup, je serai au maximum à 1. Donc le un, il sera toujours plus petit que 1. Vous avez le droit de dire que un est croissante et majorée par 1. Du coup, théorème de convergence monotone, la suite un converge vers un nombre que je ne connais pas. Alors là ici, pourquoi est-ce que je pouvais éliminer les autres? La limite de un est égale à 0. Donc ça, c'est le gros piège. Parce que là ici, on se dit, 1 sur n, ça va vers 0. Un est plus petit qu'une suite qui va vers 0. Mais jamais j'ai dit que un ne pouvait pas aller dans les négatifs. Donc du coup, le 0, aucune certitude. Limite de un égale 1. Ça, c'est sûr, c'est faux. Parce que un, donc il est plus petit que 1 sur n. Le 1 sur n, il va vers 0. Donc du coup, un va être plus petit que quelque chose qui va vers 0. Donc un ne pourra jamais aller vers 1. La suite un diverge, donc du coup, non, vu que je viens d'affirmer qu'elle était convergente tout à l'heure. Donc réponse B. Question numéro 6. Vous avez une suite qui vérifie que un est toujours entre n et n plus 1. Alors, voyons un petit peu. La suite un est convergente ou la suite un n'a pas de limite. Alors, réfléchissons un tout petit peu. un a une limite, c'est évident. un est plus grand que n. N va vers plus l'infini. Donc un est plus grand qu'une suite qui va vers l'infini. Donc un va vers l'infini aussi. Un a une limite. Pas une limite finie, mais elle va vers l'infini. Donc celle-là, vous l'oubliez. Et aller vers l'infini, attention, aller vers l'infini, c'est une suite divergente quand même. Je rappelle que convergent, c'est aller vers une limite finie. Donc convergent, vous l'éliminez aussi. Il me reste que les réponses A et B. Il existe un entier naturel n tel que un est un entier. Bah, ça, j'en sais rien. Enfin, même là, sinon, en fait, c'est impossible parce que un est toujours entre deux entiers consécutifs. Donc, par exemple, pour n égale 17, vous avez un qui est strictement entre 17 et 18. Donc, un n'est ni égal à 17 ni égal à 18. Il est entre les deux. Et là, j'ai pris n égale 17 et pour n'importe quel entier, c'est exactement pareil. Je ne serai jamais égal à un entier. Donc, déjà, par élimination, il ne vous reste plus que la suite un est croissante. Que vous pouvez justifier d'ailleurs vu que votre un, il est entre n et n plus 1. Que pouvez-vous dire de un plus 1? Il va être entre n plus 1 et n plus 2. Ce qui va vous donner une petite suite logique ici. Un plus 1 est entre n plus 1 et n plus 2, mais n plus 1, je sais qu'il est plus grand que un. Donc un plus 1 est plus grand que un. La suite un est bien croissante, et je peux même dire strictement croissante. Donc c'était bien la réponse B qui est validée. Le QCM est terminé. Je le trouve un tout petit peu plus difficile que ce que vous avez pu avoir dans le sujet numéro 1, mais il restait accessible quand même. Il faut juste prendre un petit peu de temps. Vous étiez largement capable de trouver les bonnes réponses. Par élimination, ça marchait bien. On arrive sur l'exercice de géométrie dans l'espace. Donc un exercice de géométrie dans l'espace vraiment classique, que je trouve personnellement bien plus simple que celui du sujet numéro 1 que vous avez vu hier, avec des questions qui sont quand même beaucoup mieux ordonnées. Alors, première chose, on vous demande de préciser les coordonnées des points E, F, G et K. Donc vous êtes dans un repère d'origine A, avec AB qui sert à diriger les abscisses, AD qui sert à diriger les ordonnées, et AE qui sert à donner l'altitude. Bon, les coordonnées des points sont assez faciles à trouver. Donc E0, 0, 1, vu qu'il est juste au-dessus de A, donc pas besoin d'aller en abscisse ou en ordonnée. Le point F, pour obtenir le point F, donc vous faites un pas à droite, donc 1, pas de pas en arrière, donc 0, un pas vers le haut, 1. Donc 1, 0, 1. Pour avoir le point G, vous faites un pas à droite, un pas en arrière, un pas vers le haut. Coordonnées 1, 1, 1. Et enfin, le point K, pour avoir le point K, vous faites un pas vers la droite, un demi-pas en arrière et 0 pas vers le haut. Confirmation 1, 0, 5, 0. On vous demande en question 2 de montrer que le vecteur n est orthogonal au plan EGK. Pour être orthogonal à un plan, alors normalement c'est le mot normal qu'ils auraient dû utiliser, il suffit d'avoir deux vecteurs du plan non collinéaires et vous vérifiez que le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Je vais choisir par exemple le vecteur EG et le vecteur EK. À partir des coordonnées ici, vous cherchez le vecteur EG, donc EG, donc 1 en abscisse, 1 en ordonnée, 0 en altitude. Et le vecteur EK, donc 1 en abscisse, 0,5 en ordonnée et moins 1 en altitude.
Il me reste plus qu'à vérifier que le vecteur n est orthogonal à EG et que le vecteur n est orthogonal à EK. Il faut vraiment deux vecteurs. Attention, si vous n'en faites qu'un, ce n'est pas suffisant. Les produits scalaires, vous connaissez la méthode, multiplication des coordonnées, puis somme. Donc le vecteur EK scalaire n, donc je fais 1 fois 2, 0,5 fois moins 2, moins 1 fois 1. Vous additionnez tout ça et ça fait 0. Je fais pareil avec EG, je ne vous détaille pas le calcul, il est détaillé devant vous, ça fait 0 aussi. Le produit scalaire est nul, donc EK est orthogonal à n, EG est orthogonal à n. Ce qui vous permet de conclure que votre vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan EGK, donc il est orthogonal au plan EGK. Donc je répète, normalement le mot de vocabulaire c'est plutôt normal. On vous demande alors, question classique, une équation cartésienne d'un plan. Donc là ici, avec le vecteur normal 2, moins 2, 1. Donc vous avez le droit de remplacer les nombres devant x, y, z par 2, moins 2, 1. Et il y a juste le quatrième nombre qu'il va falloir retrouver. Au niveau rédaction, donc vous pouvez éventuellement faire le petit rappel qu'une équation cartésienne de plan, c'est de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, avec n, un vecteur normal au plan, n de coordonnées abc. Vous en connaissez un, 2, moins 2, 1, donc j'ai remplacé directement ici. Comment trouver la valeur de d? Vous prenez un point dont vous êtes sûr qu'il est sur le plan. Ben, je prends le point le plus simple, le point E, dont je rappelle, vous avez trouvé les coordonnées tout à l'heure, 0, 0, 1, c'est le plus sympa. Donc vous remplacez les coordonnées de E, 0, 0, 1 ici, et vous avez une petite équation qui va vous permettre de trouver D. Avec les zéros, ça va assez facilement, donc 0, moins 0, plus 1, plus D égale 0. Je passe le 1 de l'autre côté, D égale moins 1. Vous remplacez dans votre équation cartésienne 2x moins 2y plus z moins 1 égale 0. C'est bien ce qu'on voulait. J'enchaîne. Question 4. Une représentation paramétrique de la droite D orthogonale au plan EGK passant par F. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez un point d'origine, le point F, donc vous allez l'utiliser comme point de départ, et il me faut un vecteur directeur de la droite D. Elle est orthogonale au plan EGK. Ben, du coup, si elle est orthogonale, elle est dirigée par un vecteur orthogonal, que je connais, le vecteur n. Donc ici, vous n'avez qu'à utiliser le point F, dont vous connaissez les coordonnées, je vous rappelle, et le vecteur n, 2, moins 2, 1. Donc le point F, je vais le rechercher, 1, 0, 1. C'est parti, je remplace. Vous remplacez donc le point F, point de départ, 1, 0, 1. Votre vecteur directeur, 2, moins 2, 1, que vous multipliez par un paramètre t qui appartient à R. Voilà, question 4 terminée, il n'y a strictement rien de plus à justifier. Question 5. On vous demande de donner le projeté orthogonal qui s'appelle L de F sur le plan EGK. Donc du coup, il faut un point qui soit en même temps sur le plan EGK, dont je connais une équation cartésienne, et il faut en même temps donc qu'il soit sur une droite orthogonale à EGK qui passe par F. Quelle surprise, j'en ai fait une à la question juste avant. Donc en gros, le point L doit vérifier la représentation paramétrique de D et une équation cartésienne de EGK. J'ai tout ça, je vais juste avoir besoin de trouver le T appartenant à R qui correspond. Donc là ici, vous prenez les coordonnées de x, y, z, vous les remplacez dans l'équation cartésienne. Je vais la faire sur le côté, ça va me donner une petite équation qui va me permettre de retrouver la valeur de T. Faites un petit effort, n'oubliez pas vos parenthèses dans le calcul. Donc là ici, 2x, donc 2 fois 1 plus 2t, moins 2y, donc moins 2 fois moins 2t. Bon, j'ai laissé le 0 ici, on peut l'enlever. Plus z, plus 1 plus t, moins 1 égale 0. Au bilan, ça vous fait 9t plus 2 qui doit faire 0. Je déplace ce qu'il faut de l'autre côté, je vais trouver t égale moins 2 neuvième. Je vais donc du coup prendre tout ça et remplacer le t par moins 2 neuvième. Ce qui, après calcul, donc 1 plus 2 fois moins 2 neuvième, 5 neuvième, je ne dis pas les calculs, 4 neuvième et 7 neuvième, c'est bien les coordonnées qui étaient annoncées. On enchaîne. Question 6. On vous demande de justifier que la longueur LF est égale à 2 tiers. J'ai besoin des coordonnées du vecteur LF. Ça tombe bien. Le point L, j'ai ses coordonnées. Le point F, je vous rappelle ses coordonnées, 1, 0, 1. J'ai juste à faire le petit calcul. Je fais les coordonnées de F 1, 0, 1, moins les coordonnées de L 5 neuvième, 4 neuvième, 7 neuvième. Petit calcul, j'obtiens ça. Et pour avoir la longueur de LF, je vous rappelle, je prends les carrés de chaque coordonnée, j'additionne tout. Alors bon, vous remarquez que j'ai enlevé les moins parce qu'un moins au carré, ça fait plus. Et je fais la racine de tout ça. Je ne détaille pas plus que ça le calcul, votre calculatrice fera ça très bien. Vous trouvez 2 tiers à la fin, ce qui est exactement la réponse annoncée. On arrive sur les questions 7, 8 et 9, où là on va partir sur des aires de triangle et des calculs de volume.
On commence par l'aire du triangle EFG. Alors, l'aire du triangle EFG, donc EFG, c'est ce triangle qui est ici. Donc, vous savez qu'il est rectangle. Vous connaissez la formule. Donc, normalement, c'est côté fois hauteur relative divisé par 2. Ça va assez rapidement. En faisant bien attention que dans ce repère que vous avez ici, donc on ne vous précise pas vraiment la chose, mais avec les vecteurs qui sont ici, vous savez que les longueurs AB, AD et AE sont égales à 1. Donc du coup, par parallélisme, dans les carrés, vous avez EF et FG qui sont égaux à 1 aussi. Je dois calculer le volume du tétraèdre EFGK. Donc EFG, vous venez de calculer l'aire du triangle. Vous avez besoin donc du coup de la hauteur de cette pyramide. Alors, elle descend jusqu'à K. Donc du coup, vous pouvez imaginer que la hauteur ici, ça va faire donc la même longueur que FB. Et donc du coup, ce sera égal à 1. Donc je remplace rapidement les valeurs. Rappelons qu'ils ont la gentillesse de vous rappeler la formule d'un volume. C'est pas comme si vous le voyez dans chacune des annales et que vous devriez la connaître par cœur maintenant. Donc volume égale 1 tiers fois R de la base fois hauteur. R de la base, on l'a calculé juste avant, c'était 1 demi. Et la hauteur, donc j'affirme que c'est évident que ça fait 1 et que vous pouvez permettre de le marquer directement. Ce qui vous donne un volume de 1 sixième. Donc en plus c'est sympa, c'est la réponse que vous deviez trouver. On vous demande d'en déduire l'aire du triangle EGK. Alors, EGK, quel est le rapport entre EGK et le tétraèdre EFGK? Bah déjà, EGK, c'est un triangle qui fait partie de cette figure. Donc, EGK, c'est le triangle, alors ici, c'est celui qui traverse la pyramide. Sa hauteur, c'est le segment qui va me permettre de relier F au triangle en face orthogonalement. Ça devrait vous rappeler des souvenirs. Ben justement, vous savez que le projeté orthogonal de F sur EGK, c'est le point L. Et donc, du coup, ben, la hauteur, c'est la longueur LF, que vous avez justement calculé à la question numéro 6. Donc, je peux me permettre de remplacer. Donc, la hauteur, c'est LF. L'aire que vous cherchez, l'aire de EGK. Vous me faites une petite équation rapide. Vous savez que le volume, c'est 1 sixième, on l'a dit à la question précédente. J'ai remplacé LF par 2 tiers, donc du coup, le 1 tiers, je le passe de l'autre côté, donc vous multipliez par l'inverse, 3 sur 1, donc 3. Le 2 tiers, je le passe en multiplication de l'autre côté par l'inverse, par 3 demi. Et vous faites tout ce calcul-là, l'aire de EGK est égale à 3 quarts. Terminé. Il nous reste une question. On considère les points L milieu de EG, M milieu de EK et N milieu de GK. Erreur dans le sujet. Bon, je sais que ça a été signalé très rapidement en début d'heure, mais soyons honnêtes, ça amène quand même à se poser des questions sur comment sont faits les sujets et comment ils sont relus. C'est pas normal que dans un sujet de bac, il y ait une telle erreur qui soit notée. Si ça n'avait pas été signalé, c'est un petit peu problématique. L'erreur, que l'on comprenne bien, on est en train de vous dire que L, c'est le milieu de EG. Donc L milieu de EG, L milieu de EG, c'est normalement ici, à cet endroit-là. Sauf que L, vous l'avez déjà défini tout à l'heure. L, c'est censé être le projeté orthogonal de F sur le plan EGK, qui en plus a des coordonnées un petit peu biscornues. Donc jamais le point L de coordonnées ici ne peut correspondre à ce point L qui est ici. Donc erreur du sujet, ce point-là ici ne s'appelait pas L, il s'appelait P, c'est ce qui a été donné comme correctif en début d'épreuve. Alors la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on calcule son volume? Alors je vous montre un petit peu la figure. J'ai placé les milieux comme il m'était demandé, ce sont ces 3 points qui sont ici. Alors, et on vous demande du coup de calculer la volume de la mini-pyramide qui est ici. Alors là, ici, vous remarquez un petit truc, c'est que la hauteur de la mini-pyramide, c'est exactement la même que celle de la pyramide que vous avez fait juste avant. Donc je vais encore utiliser la mesure qui m'a été donnée. Donc de plus, donc cette mini-pyramide, alors je regarde un petit peu sa base. Donc sa base, c'est le petit triangle qui est ici. Alors vu que vous avez utilisé les milieux, alors vous pourriez utiliser des petites propriétés pour justifier, ou juste estimer que c'est évident. Vous voyez que là ici, votre triangle ici, il est coupé en 4 parties égales. Donc là ici, ce triangle qui est là fait un quart du grand triangle que l'on avait avant. Je reprends mes calculs, donc je réutilise la formule 1 tiers fois R de la base fois hauteur. Je vous ai dit que la hauteur c'était la même, donc du coup je reprends 2 tiers. La base, le triangle LMN est égal à 1 quart du grand triangle. Donc le grand triangle, je vous rappelle qu'on l'avait trouvé tout à l'heure, il avait une aire qui était de 3 quarts. Ça a été démontré à la question précédente.
Alors 3 quarts divisé par 4, ça vous fait 3 seizièmes. Donc 1 tiers fois 3 seizièmes fois 2 tiers, on peut le faire en calcul mental, vous trouvez 1 sur 24. Donc, question terminée, exercice terminé. Donc comme je disais, un sujet qui peut paraître un petit peu long, mais j'estime qu'il n'y a pas de questions vraiment difficiles à l'intérieur. Vous arrivez sur l'exercice 4, un exercice où on vous donne deux fonctions à étudier. On commence en question 1 par vous parler de la fonction f. La fonction f, vous la repérez assez vite, c'est une fonction polynôme de second degré. Il n'y a que du x carré et du x à l'intérieur, avec une petite multiplication par 0,06. Ils sont super gentils parce que du coup, ils vous donnent un tableau de variation déjà tout fait, et on va juste vous demander de justifier les informations à l'intérieur. Alors, la limite de f en plus l'infini. Alors, en plus l'infini, vous avez un polynôme. Quand vous avez un polynôme, la limite en l'infini est égale à la limite du monôme de plus haut degré, c'est-à-dire le x carré. Donc là, ici, je vais avoir moins 0,6 x carré. Donc x carré en moins l'infini, en plus l'infini, pardon, ça va vers plus infini, que vous multipliez par moins 0,6, ce qui va faire moins l'infini. Donc là, ici, je vous donne ceci, qui est largement suffisant pour justifier. On vous demande de justifier les variations de la fonction f. Donc du coup, vous allez dériver. Donc dériver la fonction f. Vous savez qu'elle est dérivable, hein, pas besoin de le justifier. Dérivé de x carré, c'est moins 2x. Dérivé de 13,7x, c'est 13,7. Vous multipliez par le 0,06, comme ça c'est fait. Vous avez donc du coup la dérivée ici. C'est une fonction affine. Donc vous cherchez la racine de cette fonction affine, c'est-à-dire quand est-ce que ce truc-là est égal à 0. Petite équation à résoudre rapidement. Vous trouvez comme solution de cette équation 6,85, étrangement la valeur que vous avez là. Alors, et vu que c'est une fonction affine, elle ne change qu'une seule fois de signe. Alors, pour avoir son signe de départ, il suffit donc de regarder le signe devant x, c'est négatif, donc vous avez une fonction affine décroissante, c'est-à-dire qu'elle va du moins vers le plus. Je vais juste montrer vite fait le tableau de signes de cette dérivée, et je considère qu'on peut s'arrêter là. Le tableau de signes de cette dérivée confirme largement le tableau de variation ci-dessus. On me demande une petite équation maintenant. Résoudre l'équation f de x égale 0. Bon, bah c'est parti, hein, je vais poser cette équation qui se résout assez rapidement. F de x égale 0. Je remplace f de x par sa formule. Je vais diviser par 0,06. En fait, vu que c'est égal à 0, ce 0,06 sert à rien. C'est ce qu'il y a dans la parenthèse qui doit faire 0. Je m'aperçois ici que j'ai un facteur commun. J'ai le facteur commun x. Donc, moins x carré, c'est x fois moins x. 13,7x, c'est x fois 13,7. Un produit est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Donc soit le x est égal à 0, soit le moins x plus 13,7 égale 0, c'est-à-dire x égale 13,7. Terminé, équation résolue. Question 1, terminée. On passe maintenant sur la question 2. La question 2, on va vous donner une fonction g un tout petit peu plus compliquée à étudier. Alors, première chose, on va vous demander la limite de g en plus l'infini. Alors, bon, on est en train de s'inquiéter, est-ce qu'il va y avoir de la croissance comparée ou pas? Alors là, ici, ce truc-là, le x va vers plus l'infini. Alors là, ici, j'ai moins l'infini, plus quelque chose, donc moins l'infini. Exponentielle, donc 0 de x, ça va vers plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Moins l'infini moins 2,2, ça fait moins l'infini. Donc du coup, aucun problème, la limite est trouvée rapidement sans complication. Vous avez en question 2b une recherche de formule de dérivée. Bon, formule de dérivée. Alors, si je dois dériver ce truc-là, alors je vois que j'ai une forme u fois v ici et une constante. Bon, la dérivée de la constante, ça fait 0, je l'oublie. Là, ici, c'est une forme u fois v. Donc, j'ai juste à rentrer les valeurs de u et v et rappeler la petite formule. Donc, c'est-à-dire que la dérivée de u fois v est égale à u' v plus v' u. Donc là, ici, j'ai remplacé rapidement. Donc, u'v moins 0,15 fois exponentielle 0,2x plus v'(u), 0,2 exponentielle 0,2x fois moins 0,15x plus 2,2. Alors, donc, attention, n'oubliez pas les petites parenthèses ici. Vous repérez tout de suite que vous avez votre facteur commun, exponentielle 0,2x ici en facteur de moins 0,15 et exponentielle 0,2x ici en facteur de 0,2 fois moins 0,15 plus 2,2. Donc, facteur commun que je mets ici, le moins 0,15. Alors là, ici, le moins 0,15x que je multiplie par 0,2, ça fait moins 0,03x. Le 2,2 ici, que je multiplie par 0,2, ce qui fera 0,44. Je simplifie tout ça et je retrouve exactement la formule qui m'était demandée. Rien de plus à faire.
Je peux enchaîner avec la question C. On me demande d'étudier les variations de la fonction g et dresser son tableau de variation. Donc, vous connaissez la dérivée g'. Alors, il y a une exponentielle dedans qui est toujours positive, une fonction affine que vous savez étudier. Donc, c'est une fonction affine qui sera d'abord positive puis négative. Vous cherchez sa racine en faisant moins 0,29 divisé par moins 0,03. Donc, voici ce que ça donne au niveau tableau de variation. Donc, vous avez du coup le signe de la dérivée qui est d'abord positive puis négative. Donc, la fonction g est croissante puis décroissante. Alors, vous pouvez calculer éventuellement les petites valeurs. Ici, donc g de 29 tiers, g de 0. Alors, et la limite, moins l'infini, on l'a déjà trouvé à la question précédente. G de 0, ça va assez vite. Vous remplacez x par 0, ça va vous faire 2,2 dans la parenthèse. Exponentielle 0, ça fait 1. 2,2 fois 1, ça fait 2,2. Moins 2,2, ça fait 0. Ce g de 0 est égal à 0. On vous demande en plus de préciser une valeur approchée à 10 puissance moins 2 près du maximum de g. Donc on est en train de vous demander de faire g de 29 tiers. Vous utilisez la calculatrice pour le faire, bien entendu. Personnellement, j'en ai profité pour tout vérifier. J'ai rentré, donc alors ça c'est la fonction g, ne faites pas attention au nom. Donc je demande vite fait le graphique. Donc le graphique, je vois que j'ai un maximum ici. Alors pour l'avoir bien ce maximum, vous allez dans calcul. Vous allez demander à calculer le maximum. Alors le maximum est ici. Alors pour x qui fait à peu près 9,67, vous pouvez calculer 29 tiers, c'est à peu près ça. Ce maximum est égal à peu près à 2,98. Voilà, terminé. Vous savez que ça fait 2,98. On vous parle maintenant de l'équation g de x égale 0, de dire qu'il y a une unique solution, attention, petite précision, non nulle, et de déterminer à 10 puissance moins 2 près une valeur approchée de cette solution. Alors, vous voyez les variations, vous sentez le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, elle est en deux parties. Alors déjà, est-ce que j'ai une solution sur 0, 29 tiers? G de 0 égale 0, g de 29 tiers, ça fait à peu près 2,98. Donc la fonction est continue, strictement croissante. Le 0 est entre 0 et 2,98 à peu près. Donc en particulier, la solution, vous la voyez, elle est ici. Donc du coup, ici, j'ai une seule solution. Pareil ici, entre g de 29 tiers et moins l'infini, donc entre 2,98 et moins l'infini, vous allez repasser par le 0. Je vais avoir une deuxième solution ici. Je rappelle le principe de rédaction. Dans le théorème des valeurs intermédiaires, attention, argument principal, il faut absolument que vous disiez que la fonction est continue. Si vous l'oubliez, vous pouvez considérer qu'on va vous enlever une bonne partie des points. Il faut préciser donc les variations. Donc là ici, c'est d'abord strictement croissant sur l'intervalle de 0 à 29 tiers, avec des valeurs qui vont de g de 0 à g de 29 tiers. Donc g de 0, je sais que c'est 0. Je sais que le 0 est dans cet intervalle. Donc, j'ai une unique solution sur 0,29 tiers. Je vais l'appeler alpha, mais je sais déjà quelle est la valeur de alpha. Je suis ensuite strictement décroissante entre 29 tiers et plus infini, avec des valeurs qui vont entre moins l'infini et g de 29 tiers. Justement, le 0, donc du coup, vous avez un 0 ici entre moins l'infini et g de 29 tiers. Donc, selon le théorème selon le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, appliqué en fonction strictement monotone, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution ici et une unique solution ici. Je les appelle alpha et bêta. Alors, l'unique solution qui est ici, vous la connaissez, c'est x égale 0. Vous avez calculé g de 0. Et en fait, celle qui vous intéresse, c'est le bêta qui est ici. Ce bêta se trouve avec la calculatrice, donc 13,75 à peu près, je vous montre. J'ai ici donc, toujours ma fonction g. Donc là ici, je vais lui demander des petits calculs. Je vais lui demander de calculer directement les zéros, en fait, ce sont les antécédents de 0. Donc j'en ai un ici, x égale 0, ça c'est votre alpha, mais moi je veux l'autre, qui est ici, qui fait à peu près 13,72. Tiens, j'ai fait une petite faute de frappe en mettant tout à l'heure. Donc 13,72. Juste petite précision, on peut expliquer pourquoi est-ce que la fonction est continue. Donc vous pourriez utiliser l'argument elle est continue car dérivable, c'est dit dans l'énoncé, même si je n'aime absolument pas cet argument, parce que normalement c'est dans l'ordre logique des choses, c'est vous montrer d'abord qu'elle est continue puis dérivable. Donc là ici vous admettez qu'elle est dérivable, donc normalement c'est prouvé après avoir montré qu'elle était continue. Donc le meilleur argument, c'est de dire qu'en tant que produit et somme de composés de fonctions continues usuelles, des polynômes, des exponentielles, vous êtes sûr qu'elle est continue. On arrive sur la partie B. Alors, je pense qu'ici, certains élèves ont dû paniquer en regardant la suite de l'exercice parce qu'on vous donne énormément de blabla. Mais il ne faut pas avoir peur. En fait, on va juste vous demander
d'interpréter les résultats que vous avez eus en partie A. Donc, prenez le temps pour lire, ne vous affolez pas, posez juste vous la question de qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on vous parle d'un joueur de golf qui tape une balle. C'est bon, j'ai compris. On vous dit qu'il y a deux trajectoires possibles. Soit vous utilisez une trajectoire de type F, soit vous utilisez une trajectoire de type G. Ok. On vous dit que X représente la distance horizontale en dizaines de yards après la frappe. Que donc du coup, f de x ou g de x, c'est la hauteur en dizaines de yards. Bon, attention, là, si le piège, c'est en dizaines. D'accord? Donc, il vous précise qu'un yard, ça fait environ 0,914 mètres. Ça, c'est strictement pas utilisé dans la question. On me dit ensuite que l'on a un angle de décollage et un petit peu plus loin, un angle d'atterrissage. Je lis à peine ce qui est marqué là. J'ai un petit schéma qui illustre. Angle de décollage ici, angle d'atterrissage ici. Alors, vous avez pour le cas fonction f et pour le cas fonction g. Bon, je vais quand même lire ceci en entier, voir si j'ai des informations utiles. Une mesure de l'angle de décollage de la balle est un nombre réel d tel que tangente d est égal au coefficient directeur de cette tangente. Super, on m'a donné la méthode. Donc pareil, angle d'atterrissage, donc lui il est égal donc avec tangente A qui est égal à l'opposé du coefficient directeur de cette tangente. Tous les angles sont mesurés en degrés. Ok, rien de très très compliqué. On pourra revenir dessus si jamais on est en train de paniquer. Alors, première modélisation, donc c'est-à-dire on est dans le cas f de x. On est encore sympa, on vous rappelle que l'unité c'est la dizaine de yards. Quelle est la hauteur maximale en yards atteinte par la balle au cours de sa trajectoire? On utilise la fonction f. Quel est le maximum de la fonction f? Le maximum de la fonction f est atteint ici pour 6,85. Il faut donc que je calcule f de 6,85. En faisant attention de se rappeler qu'on est en dizaines de yards, donc votre résultat va être multiplié par 10. Je calcule vite fait ce maximum, f de 6,85, j'ai le résultat, je le multiplie par 10, j'ai 28,1535 yards. Terminé. On me demande de vérifier que f' de 0 égale 0,822. Je suis désolé, cette question est ridicule. J'ai pris f' de x tout à l'heure, je l'ai cherché, voici la formule, vous remplacez x par 0, bon bah ok, il reste 0,822. Bon, du coup, je vous mets même pas de rédaction de cette question, tellement c'est un petit peu bête de vous le demander. Ça devrait plutôt être un rappel pour continuer les questions suivantes. Je mettrai même pas de points sur cette question, personnellement. Donc, ils vont être généreux, ils vont quand même vous mettre un petit 0,25. Question C. On vous demande de donner une mesure en degrés de l'angle de décollage de la balle arrondi au dixième. On pourra éventuellement utiliser un tableau ci-dessous. Alors, bon, déjà rappel, qu'est-ce que c'est que l'angle de décollage de la balle? Alors, D, on vous donne ici, on vous rappelle que tangente D est égale au coefficient directeur de cette tangente. Le coefficient directeur d'une tangente, je vous rappelle, c'est sa dérivée. Là, ici, il faut juste que vous ayez retenu ça, c'est que le coefficient directeur d'une tangente, c'est sa dérivée. Donc, bah, du coup, là, ici, la dérivée en 0, je le connais, c'est f' de 0. Donc, du coup, j'ai besoin d'une tangente égale à 0,822. Soit vous utilisez votre calculatrice, en utilisant donc, du coup, arc tangente de 0,822. Attention, votre calculatrice est réglée en degrés. J'ai trouvé 39,42, c'est terminé. Soit vous profitez du fait qu'il vous ait mis un tableau en soupçonnant que vous n'ayez pas votre calculatrice aujourd'hui, ou que vous ne savez pas ce que c'est qu'une fonction arctangente. Ben là, ici, pour une tangente à 0,822, l'angle est de 39,42 à peu près. Ok, ça confirme le résultat. On vous demandait un arrondi au dixième, donc du coup, j'ai mis 39,4. Quelle propriété graphique de la courbe CF permet de justifier que les angles de décollage et d'atterrissage de la balle sont égaux? Parce que là, ici, dans le cas F, on est en train de vous dire que D et A sont égaux. Je crois que c'est dit aussi un petit peu plus haut dans l'énoncé. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, ici, pourquoi est-ce que l'angle de décollage et d'atterrissage sont égaux? Parce qu'on est sur la fonction F. Rappelez-vous ce que c'est que la fonction F. La fonction F est une fonction de second degré. Son dessin est une parabole. Une parabole, au niveau propriété géométrique, possède un axe de symétrie. Voici l'argument qui est attendu pour cette question. Je passe en deuxième modélisation, donc cette fois-ci, maintenant, j'utilise la fonction g. Quelle est la hauteur maximale en yards atteinte par la balle au cours de sa trajectoire? Bon, c'est super chouette parce que le maximum de la fonction g, on l'a déjà trouvé tout à l'heure. Je vous rappelle, il était ici, c'était g de 29 tiers qui faisait à peu près 2,98. Attention, on se rappelle que c'est en dizaines de yards. Il vous le rappelle à chaque fois, hein, donc vous n'avez pas d'excuses.
Donc en dizaines de yards, donc ce truc-là, je le multiplie par 10, donc 29,8. Ici, donc, on pense que vous n'êtes pas capable d'aller chercher les résultats, donc on vous les donne directement. On vous dit que G' de 0 égale 0,29, G' de 13,7 égale moins 1,87. Question B et C, on vous demande l'angle de décollage, l'angle d'atterrissage. Donc, angle de décollage, vous avez un coefficient directeur à 0,29. Donc, donc, coefficient directeur à 0,29, vous avez un angle de 16,17. L'angle d'atterrissage, la seule question qui est un peu intéressante, on se rappelle que dans l'énoncé, il était dit que cette fois-ci, la tangente serait égale à l'opposé du coefficient directeur. L'opposé, vous avez juste à mettre le moins 1,87 en positif. Donc du coup, vous faites arc tangente de 1,87. Mauvaise surprise, cette fois-ci, il n'est pas dans le tableau. Donc du coup, vous utilisez votre calculatrice, arc tangente de 1,87. Ça fait à peu près 62 degrés. C'est bien la réponse qui était proposée. Donc vraiment une petite suite de questions qui font peur, mais qui sont au final super faciles. Il me reste ma dernière partie, partie C. Donc on vous dit qu'on a fait un grand nombre d'observations de performances de joueurs professionnels et qu'on a obtenu les résultats moyens suivants. Donc on vous pose la question de lequel des deux modèles il vaut mieux utiliser pour décrire la frappe de la balle par un joueur professionnel. Bon, la petite remarque que l'on peut faire, c'est que, hauteur maximale, que ce soit le modèle G avec 29,8 ou le modèle F avec 28,15, on n'est pas très loin de 32. Les angles, vous pourriez dire, ils correspondent pas trop, parce que pour le modèle F, les angles d'atterrissage et de décollage sont à 39,4, donc ça ne correspond pas. Pour la fonction G, les angles d'atterrissage et de décollage sont de 16,2 et 62. Ça ne correspond pas. Mais, principe tout bête, vous cherchez ce qui ressemble le plus. Vous savez que si c'était le modèle F, ce serait une parabole. Et que du coup, l'angle de décollage et d'atterrissage serait en symétrie, seraient égaux. Vu qu'il n'y a pas de symétrie ici, je me permets de dire que le modèle F est complètement à oublier. Et je vais plutôt prendre un modèle qui ressemblera au modèle G, mais éventuellement avec un ajustement pour que les valeurs correspondent. Votre partie C, au final, vous n'avez qu'un seul petit argument à donner. Donc, cette question-là ne vaudra pas forcément énormément de points. Là, ici, ça fait peur parce que du coup, on s'attendait à faire une longue rédaction, alors qu'au final, il y a juste une petite ligne à écrire. Voilà, corrigé terminé. Ce sujet, alors très honnêtement, je le trouve un peu plus difficile, déstabilisant par rapport au sujet 1 que vous avez eu la veille. Il reste accessible. Il y a plein de petites questions auxquelles vous pouvez répondre. Cet exercice 4 qui vous fait peur au final, vous apercevez que normalement, il n'y avait pas une seule question vraiment difficile. Même pas de croissance comparée. Pour les suites, vous n'avez même pas de récurrence à faire. Vous avez juste eu à gérer le théorème des valeurs intermédiaires et il n'y a même pas eu de théorème du point fixe. Donc au final, un sujet qui était accessible. Peut-être très dur d'avoir une très bonne note parce qu'il y a des questions un petit peu pièges, mais cet exercice, enfin ce bac, normalement, n'était pas extrêmement dur non plus. Normalement, je pense que les élèves qui ont bien travaillé devraient tous repartir avec une bonne note, et je le souhaite aux meilleurs d'entre vous d'essayer de viser le maximum. Donc, fin de ce corrigé du bac, j'espère qu'il vous aura servi.